Bonjour à tous, c'est David alias Judogral. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder le cas de l'homme invisible. Alors, l'homme invisible est un personnage qu'on retrouve dans la boîte Cobble & Fog, donc boîte éditée par Restoration Games, localisée et distribuée par Yellow en français. On retrouve dans cette boîte l'homme invisible, Jekyll et Hyde, Dracula, Sherlock Holmes. Si j'ai décidé de commencer par ce personnage, c'est tout simplement c'est parce que c'est un de mes préférés. Il n'est pas considéré comme très très fort, il est assez technique à jouer, mais qu'est-ce qu'il est agréable quand on arrive à le maîtriser un petit peu. Je vais essayer de vous donner quelques astuces pour essayer de l'optimiser au maximum. Allez, c'est parti. Donc l'homme invisible, on va commencer par la figurine, hein. Très bien conçu, encore une fois superbe. Voilà, pas de visage, pas de main qui tient la canne. Voilà. Donc on a avec lui 3 jetons brouillard, le marqueur de points de vie à 15 points de vie, avec le brouillard derrière. Les cartes, le dos des cartes. Alors je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Alors ça c'est le thème de Cobble & Fog, hein. Tous les dos de cartes représentent une porte. Et sur celle-ci, on a la particularité de voir sur la droite ici, le recto, avec marqué l'homme invisible, qu'on voit en transparence. Donc, sa carte est à moitié invisible. Et ça c'est un petit détail qui est quand même super cool. L'homme invisible est un combattant en mêlée avec 15 points de vie, un déplacement de 2, mais toute sa capacité, c'est qu'au début de la partie, vous allez pouvoir placer des jetons brouillard dans des cases de sa zone. Donc à petite précision, on doit les poser comme des sidekicks, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas commencer la partie sur un jeton brouillard. Lorsque l'homme invisible est sur un jeton brouillard, il va rajouter +1 à la valeur de ses cartes quand il va défendre, en défense. Et surtout, quand l'homme invisible va se déplacer, pour 1 point de mouvement, il peut passer d'un jeton brouillard à l'autre. Donc la première chose que je souhaitais vous montrer, c'était la physionomie de son deck. L'homme invisible a 14 cartes différentes dans son deck, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de cartes en 2 exemplaires et 2 en 3 exemplaires. En comparaison, Méduse va avoir 11 cartes seulement différentes dans son deck. C'est-à-dire que la plupart de ces cartes seront en 3 exemplaires. Ce qui permet de limiter énormément l'aléatoire de la pioche. Il peut arriver que l'homme invisible attende une carte spécifique pendant longtemps. Deuxième chose importante dans son deck, ça va être la présence de 8 cartes, donc 4 cartes en 2 exemplaires, 8 cartes stratagèmes, ce qui est quand même assez important. Le reste du deck va être assez équilibré, on va avoir 7 cartes offensives, 6 cartes défensives et le reste en versatile. Au niveau des valeurs, on peut se rendre compte que c'est assez faible. On a beaucoup de 2, 3, 3, 3. On va avoir une attaque à 5 et une défense à 4. Mais sinon, les valeurs sont assez faibles. Mais comme sa capacité est d'avoir +1 en défense quand il est sur un jeton brouillard, on comprend bien que ces cartes prennent tout leur intérêt à être jouées en défense. Et bien sûr, l'homme invisible va devoir passer le maximum de son temps, si ce n'est pas toute la partie, sur des jetons brouillard. Enfin, la dernière chose que je souhaitais vous montrer immédiatement, c'est un gros point faible de l'homme invisible, c'est que l'homme invisible n'a pas de feinte. Il ne peut pas feinter les effets de l'adversaire. Et ça peut être très problématique face à certains personnages. Maintenant, il a d'autres arguments et on va voir ça tout de suite. Chose super importante pour l'homme invisible, la map. Il va être très dépendant du plateau sur lequel vous jouez. Plus le plateau est grand, plus ça sera à son avantage. Donc Sarpedon, la map numéro 1 qu'on retrouve dans Combat de légende volume 1, sera une des plus grandes, une des plus bénéfiques pour lui. Pourquoi ? Prenons par exemple Dracula qui est au corps à corps, qui va venir ici. Si l'homme invisible joue pendant son tour et revient ici,
Dracula va devoir bouger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases pour pouvoir venir l'attaquer. C'est impossible en une action. Donc en fait, il va devoir passer un tour à double manœuvrer pour se repositionner au centre, pour voir où vous allez. Par exemple, vous restez là, vous revenez ici, ou par ici. Et après, il va devoir booster son déplacement pour pouvoir se rapprocher de vous et vous attaquer. C'est-à-dire qu'il perd un tour et demi, voire presque 2 tours pour pouvoir vous faire une attaque. La clé, elle est là. La clé, elle est là contre les combattants au corps à corps. C'est de les faire courir pour les obliger à manœuvrer, à piocher des cartes, L'idéal, c'est que vous puissiez attaquer en première action et fuir en deuxième action. Comme ça, vous piochez qu'une seule carte à chaque fois. Le problème, ça va être contre les combattants à distance, qui eux n'auront plus ce problème. Prenons par exemple Méduse. Méduse qui se met ici. Si vous avez mis par exemple votre jeton brouillard ici, si vous revenez par ici, Méduse aura juste besoin de bouger 1, 2, 3, 4 par exemple, pour pouvoir vous attaquer dans votre zone. Là, le positionnement, c'est pareil, hein. Il va être important, vous allez devoir changer votre stratégie. Donc par exemple, déjà, vous venez sur la case, la zone rouge, et là, ce jeton brouillard-là, vous ne le mettez pas aussi loin, vous le mettez plus près, ici. Ce qui fait que ça reviendra exactement au même pour Méduse. Pour venir de la zone verte à la zone rouge, ça lui coûtera toujours le même nombre de cases. Mais si elle vient sur la zone verte pour vous attaquer ici, vous serez déjà au contact d'elle, ce qui vous permettra en première action de l'attaquer, puis en deuxième action, de fuir. La première chose qui va être importante avec l'homme invisible, ça va être de disperser ces jetons brouillard. Au début de la partie, les jetons brouillard commencent dans votre zone. Donc, par exemple, sur Sarpedon, la zone est petite, vos jetons brouillard sont très regroupés les uns les autres. Ça, c'est pas une bonne chose. Il va falloir les disperser rapidement. Si vous avez la chance de pouvoir être deuxième joueur sur Sarpedon, vous voyez déjà que vos jetons brouillard peuvent commencer déjà bien dispersés les uns les autres. C'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Mais il va falloir encore les étirer. Qu'est-ce que vous avez comme carte qui vous permet de faire ça? La première carte est l'une des plus intéressantes, c'est la carte dérobade. C'est une attaque de 3, c'est faible. Mais l'après-combat vous permet de déplacer un jeton brouillard sur une case sans combattant, puis de placer l'homme invisible sur cette case. Donc cette carte, idéalement, il faut l'avoir en main en début de partie. Essayez d'attaquer l'adversaire, même avec un petit boost. 1, 2, 3, 4 par ici, je booste de 2 pour y aller. Je joue celle-ci. Même si je ne fais pas de dégâts, ça va me permettre de prendre un jeton brouillard, de le placer où je veux et d'aller mettre l'homme invisible dessus. Vous avez écarté un jeton brouillard. Vous n'êtes pas resté à côté de l'adversaire et vous êtes sur un jeton brouillard pour le tour de l'adversaire, c'est parfait. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas se faire feinter cette carte. Si vous faites feinter, vous faites toujours un dégât à l'adversaire, mais vous allez vous retrouver au contact sans aucun jeton brouillard sous vous. La deuxième carte qui peut vous permettre d'écarter vos jetons brouillard, c'est pour moi l'une des cartes les plus faibles du jeu. Vous pouvez toujours l'utiliser pour ça, mais pour moi, il y a mieux à faire. Mais je vous le montre quand même, c'est préparation secrète. Préparation secrète, c'est une après-combat qui vous permet donc de piocher une carte, puis de déplacer un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Puis votre adversaire va déplacer un autre jeton de brouillard de 2 cases au maximum. Donc ça pareil, hein, si c'est utilisé en défense ou en attaque, ça peut vous permettre de déplacer un jeton brouillard de 2 cases, du coup de l'écarter un petit peu des autres. Sauf que comme votre adversaire va en bouger un également à son tour, il peut très bien rapprocher celui qui est plus loin de l'autre jeton brouillard. Bref, je ne vous conseille pas d'utiliser cette carte-là dans cette optique. La meilleure carte pour tout disperser, c'est déconcerter. Après combat, votre adversaire peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard sur n'importe quelle autre case. Cette carte-là, clairement, l'adversaire, il va défausser une carte en début de partie si vous l'utilisez pour ne pas vous permettre de déplacer vos jetons brouillard. Parce que là, ce sera vraiment un très très gros avantage. Si en début de partie, j'attaque et qu'il ne défausse pas, je vais pouvoir mettre tous mes jetons brouillard où je souhaite. J'en mets même un sous mon personnage. Et voilà, j'ai tout dispersé. Je n'ai plus besoin de faire ce boulot-là. Clairement, en début de partie, l'adversaire défaussera une carte pour vous empêcher de le faire.
Enfin, la dernière façon de disperser ces jetons brouillard en début de partie, c'est d'utiliser volute de brume. Donc un stratagème qui vous permet de déplacer un jeton brouillard sur une autre case et de gagner une action. Attention, ça je vous conseille de le faire que si vous êtes contre des combattants en mêlée. Si vous êtes contre des combattants à distance, ne jouez pas volute de brume dans cette optique. On va le revoir plus tard, mais vous aurez besoin de cette carte pour jouer un autre stratagème qui s'appelle appât de velours, donc que l'on va voir un peu plus tard. Par contre, si vous jouez contre un combattant en mêlée, si vous avez volute de brume en début de partie, vous ne posez pas de questions, faites-le, ça vous permettra de faire courir votre adversaire dès les premiers tours. Donc l'autre chose importante avec l'homme invisible, c'est de, au maximum, essayer de finir ses tours sur un jeton brouillard. C'est primordial, vos valeurs ne sont pas très élevées, vous avez beaucoup de 2 et de 3, donc il faut que vous les transformiez en 3 ou en 4 en défense en étant sur un jeton brouillard. Et c'est ce qui vous permettra en plus de bouger très facilement d'un jeton à l'autre. Il ne faut surtout pas se retrouver bloqué dans un coin sans jeton brouillard, avec des sidekicks tout autour de vous par exemple. Ça, c'est la pire des choses pour vous. Je vais donc vous parler de préparation secrète, donc qui est pour moi la carte la plus faible du deck de l'homme invisible, qui est une 2 versatile, qui devient donc une 3 si vous êtes sur un jeton brouillard, mais qui peut être assez problématique. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons l'homme invisible est sur un jeton brouillard, ici, et se fait attaquer par Dracula, juste ici. Si vous jouez cette carte, que ce soit en attaque ou en défense, vous allez devoir piocher une carte. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est jamais bon de piocher une carte avec l'homme invisible. Le but, c'est d'aller à la fatigue le moins rapidement possible pour vous. Et surtout, cela va vous demander de déplacer un jeton brouillard de 2 cases au maximum, puis votre adversaire va déplacer un autre jeton brouillard de 2 cases au maximum. Sachez que si vous déplacez un autre jeton brouillard que celui sur lequel vous êtes, donc de 2 cases, pour les écarter par exemple, l'adversaire, lui, va pouvoir bouger le jeton brouillard sur lequel vous êtes. Et il a même le droit de mettre ce jeton brouillard sous lui ou derrière lui. Du coup, là, vous allez vous retrouver bloqué. L'homme invisible n'a plus accès à ce jeton brouillard. Et comme il ne bouge que de 2 cases, il va avoir du mal à aller rechercher les autres jetons brouillard. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous mettre vraiment en difficulté. Dans ces cas-là, cette carte-là, je vous conseille déjà de choisir le jeton brouillard sous lequel vous êtes et de dire que vous le bougez de 0 case. Vous avez le droit, puisque c'est 2 cases au maximum, donc vous avez le droit de choisir celui-ci et dire je le bouge de 0 case. Du coup, l'adversaire ne pourra pas décider de bouger celui-là et il devra bouger un autre des jetons brouillard. Il va très certainement rapprocher un jeton brouillard pour rapprocher vos jetons et qu'il soit le moins dispersé possible. Voilà pourquoi cette carte-là, pour moi, c'est une des cartes les plus faibles. Cette carte-là, moi, je vous conseille presque de la jouer en attaque. Et puis avec un peu de chance, elle sera feintée. Et si elle est feintée, bah, du coup, vous n'aurez même pas à piocher la carte supplémentaire de l'effet. Et ça, c'est toujours une bonne chose pour vous. Enfin, l'homme invisible va jouer énormément sur ses stratagèmes. L'homme invisible peut faire 10 dégâts automatiques sans attaque à son adversaire. Il faut compter dessus. Il faudra que vous fassiez les 10 dégâts à l'adversaire. Ce qui est assez fort et monstrueux face à certains personnages comme Alice, Luke Cage, Bruce Lee par exemple, qui ont peu de points de vie. Comment se font ces 10 dégâts? La première chose, très simple, vous avez le règne de la terreur qui fait 2 dégâts. À partir du moment où vous êtes sur un jeton brouillard, vous faites 2 dégâts à n'importe quel combattant adverse, où qu'il soit. Vous l'avez en 2 exemplaires, donc là déjà vous faites 4 dégâts au héros adverse. La deuxième carte, appât de velours. Cette carte vous permet d'infliger un dégât à un combattant qui est adjacent à vous. Mais si vous êtes en plus sur un jeton brouillard, vous allez infliger 3 dégâts à l'adversaire. Le problème, c'est qu'après, votre adversaire va déplacer un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Alors, cette carte, c'est vraiment une carte tournante qu'il faut utiliser de la bonne façon. Ne pas vous mettre dans la difficulté quand vous utilisez cette carte. Déjà, premièrement, cette carte, il faudra l'utiliser à plein régime, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez les 3 dégâts avec. Donc pour ça, il faut que vous soyez sur un jeton brouillard et que l'adversaire soit adjacent à vous. Donc,
Très simple, si l'adversaire est un combattant en mêlée, il va devoir venir vous attaquer, puis vous allez vous retrouver adjacent à lui. Très simple, en première action, vous jouez cette carte, vous lui faites 3 dégâts, puis l'adversaire va bouger un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Donc souvent, il va bouger votre jeton brouillard qu'il va mettre sous ou derrière lui. Du coup, vous n'aurez plus accès à ce jeton brouillard. Dans ces cas-là, il faut que vous en ayez un autre à proximité pour vous déplacer dessus. Le problème, ça va être contre les combattants à distance. C'est que le combattant à distance, comme il connaît cette carte-là, bien sûr, il ne viendra jamais au contact. Jamais adjacent à un pion brouillard. S'il est adjacent à un pion brouillard, c'est assez simple, hein, vous avez juste à vous déplacer et c'est bon pour vous. Donc il va toujours rester à 2 cases de distance de vos jetons brouillard ou plus. Donc là par exemple, vous voyez, vous ne pouvez pas utiliser appât de velours. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, gardez vos volutes de brume pour les utiliser contre les attaquants à distance en combinant à cette carte-là. N'utilisez jamais cette carte-là pour disperser vos pions brouillard, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais contre un combattant à distance, gardez cette carte-là pour la combiner avec appât de velours. C'est très simple. Vous utilisez volute de brume et vous gagnez une action. On déplace le jeton à côté de l'adversaire. Il nous reste 2 actions. En deuxième action, je manœuvre pour venir à côté. Puis en troisième et dernière action, je fais 3 dégâts à l'adversaire. Malheureusement, l'adversaire va déplacer un jeton brouillard de 2 cases et je ne serai plus sur un jeton brouillard. Mais au moins, j'aurai fait les 3 dégâts à l'adversaire, le maximum. Et comme cette carte, vous l'avez en 2 exemplaires, vous allez faire donc 6 dégâts. Donc on est à 6 et 4 avec celle-ci. Vous êtes à 10 dégâts, les 10 dégâts automatiques. Quand vous utilisez cette carte en deuxième action, bien sûr, essayez d'avoir une grosse défense derrière, entre une défense à 4 ou un indécelable. Indécelable qui est une 2 versatile, mais qui change la valeur de l'adversaire d'attaque à 0. Enfin, la valeur de la carte de l'adversaire à 0. Du coup, vous êtes sûr de ne pas vous prendre de dégâts sur une première attaque avec celle-ci. On va en reparler des indécelables parce qu'elle peut être aussi utilisée offensivement également. Donc moi, je vous conseillerais plutôt, si vous utilisez appât de velours en deuxième action, d'avoir cette carte-ci derrière en main. Ça vous permet d'avoir une belle défense. Et surtout, ça vous permet de déplacer d'une case. Du coup, ça empêche les combinaisons d'attaque de l'adversaire. Du coup, il ne pourra pas enchaîner ses attaques. Parlons maintenant de la carte, du cas de figure de la carte indécelable. La carte indécelable vous permet immédiatement de changer la valeur d'attaque ou de défense de votre adversaire à 0. Et elle ne peut être modifiée par des effets de carte. Cette carte est juste excellente utilisée en défense, puisque immédiatement vous allez changer la valeur à 0 avant l'adversaire, même si l'adversaire joue une feinte offensivement, ça ne changera pas votre indécelable. Donc cette carte, si vous l'avez en main et que vous avez joué par exemple appât de velours et que vous avez fini vos tours sans être sur un pion brouillard, ou que par exemple vous avez attaqué avec l'attaque surprise vous avez été obligé de déplacer le jeton brouillard sur lequel vous étiez, ou si vous êtes même allé chercher l'adversaire, vous n'êtes plus sur un jeton brouillard. Cette carte est une excellente défense derrière, parce que même si vous n'êtes pas sur un jeton brouillard, l'attaque adverse sera égale à 0. Mais, pour moi, c'est pas si simple. Pour moi, c'est une carte qu'on peut également utiliser, et même souvent utiliser offensivement. Le seul problème, c'est qu'il faut absolument que toutes les feintes de l'adversaire soient passées. N'utilisez surtout pas cette carte si vous n'êtes pas sûr que les feintes soient passées, parce que si l'adversaire vous la feinte, ça réduit à néant toute la capacité et la puissance de cette carte. Quel est l'intérêt en attaque? C'est que la défense de l'adversaire sera égale à 0, donc vous ferez automatiquement 2 dégâts. Vous l'avez en 2 exemplaires, ça veut dire que vous pouvez encore faire 4 dégâts automatiques avec cette carte. 4 dégâts plus les 10 dégâts de stratagème, vous êtes déjà à 14 dégâts. 14 dégâts quasi automatiques. Si vous passez tout ça, c'est la victoire quasiment assurée. Au niveau des dégâts automatiques, vous avez une dernière carte qui vous permet d'en faire en combat, c'est Rêve de revanche. Après le combat, si l'homme invisible est sur un jeton brouillard, elle vous permet de faire un dégât sur chaque combattant qui lui-même se trouve sur un jeton brouillard.
C'est par exemple contre des multi-sidekicks. Si vous êtes sur un jeton brouillard et que vous avez dispersé vos jetons brouillard, le risque, par exemple avec Méduse, c'est qu'elle envoie ses harpies sur les autres jetons brouillard pour vous empêcher de vous déplacer. Et ça peut être très problématique, surtout face à Méduse qui fait un dégât dans sa zone au début de chacun de ses tours. Cette carte peut vous sauver la mise. Maintenant, ça peut être un dégât automatique aussi, comme par exemple des combattants solo, ou quand les sidekicks ont été déjà éliminés. Ça peut permettre d'aller chercher quelques dégâts, 1 ou 2 dégâts du coup maximum, en plus, ce qui peut permettre de faire la différence en fin de partie. Donc la stratégie du long terme pour l'homme invisible. L'homme invisible va briller surtout dans sa capacité à fuir l'adversaire, bien sûr, mais à jouer les dégâts automatiques et à jouer à la fatigue également. On a vu que offensivement, il peut quand même faire quelques dégâts, il a quelques attaques à 5 également, donc il peut réussir à tuer l'adversaire avant la fin de la partie. Mais c'est un personnage qui peut également donc jouer sur le long terme et ce serait bien dommage de s'en passer. Qu'est-ce que c'est que jouer sur le long terme? Le jouer sur le long terme, c'est faire en sorte que l'adversaire pioche plus de cartes que vous, ou plus rapidement que vous, pour pouvoir le fatiguer avant que votre propre deck ne soit épuisé. L'homme invisible a 3 cartes stratagèmes différentes qu'on appelle des passes, en 2 exemplaires chacune, ça lui fait 6 passes. On peut considérer à être presque 8, avec la carte disparue, je vais y revenir. Qu'est-ce qu'une carte passe? C'est un stratagème qui ne vous fait gagner ni d'action, ni piocher de cartes. Par exemple, Volute de brume n'est pas un passe. Car Volute de brume vous fait gagner une action. Donc une fois que vous aurez joué, il va falloir que vous rejouiez derrière, et donc souvent vous allez vous déplacer, repiocher une carte. Donc ce n'est pas un passe. Qu'est-ce qu'un passe? Eh bien par exemple, Règne de la Terreur vous permet de faire 2 dégâts à un adversaire, ou qu'il soit sur le plateau. Ça vous permet de faire une action, sans attaquer, sans bouger, donc sans piocher. Premier passe en 2 exemplaires. Puis vous avez Appât de velours, on l'a déjà vu, donc qui permet d'infliger des dégâts à un combattant adjacent. Donc pareil, pas de pioche, pas de gain d'action. En 2 exemplaires, ça vous fait donc 4 passes. Et Disparu, qui est aussi en 2 exemplaires, qui vous permet de récupérer un point de vie et de retirer l'homme invisible du plateau de jeu, et vous le repositionnerez au début du prochain tour. Celle-ci, vous l'avez en 2 exemplaires, donc en soi, c'est 2 passes également. Donc 2 et 4 et 2, 6. 6 passes, c'est déjà une très bonne moyenne. Il y a peu de personnages qui ont autant de passes dans leur deck. Alors dans la boîte Cobble and Fog, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de passes dans la boîte Cobble and Fog. Mais souvent on est à 3-4 passes maximum. Donc en fait, si on joue le même nombre de tours, le même nombre d'attaques chacun, eh bien celui qui aura le plus de passes gagnera à la fatigue à la fin. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais en plus, Disparu vous permet donc de retirer l'homme invisible du plateau de jeu. Et bien si vous jouez Disparu en première action, vous ne jouerez pas votre deuxième action. Du coup, vous ne piocherez pas pendant votre deuxième action. Donc en fait, Disparu en soi, c'est 2 passes en soi. Donc cette carte-là, vous l'avez en 2 exemplaires, ça vous fait 4 passes en une seule. Donc là, vous êtes en fait à 8 cartes qui permettent de passer votre tour sans piocher. 8 cartes sur 30, c'est énorme. Petite astuce sur Disparu, essayez de la jouer quand votre adversaire est arrivé à 6 ou 7 cartes en main. Si vous voyez que votre adversaire a 6 ou 7 cartes en main, jouez Disparu en première action. Ça vous fera vos passes, et surtout l'adversaire va se retrouver avec un tour de jeu où il va devoir double manœuvrer, à moins que lui-même il ait des passes à jouer, mais souvent il va être obligé de faire une double manœuvre parce qu'il ne peut pas vous attaquer, vous n'êtes plus sur le plateau. Et s'il manœuvre en ayant 7 cartes en main 2 fois, il va se retrouver à la fin de son tour avec 9 cartes, et du coup il va être obligé de défausser 2 cartes à la fin de son tour. Donc si vous faites ça 2 fois, vous allez lui faire défausser en tout 4 cartes. Donc c'est assez puissant également. Pour contrebalancer tout ça, je vous ai mis au-dessus les 3 cartes, donc en 3 exemplaires, 2 exemplaires et 2 exemplaires, donc ça vous fait quand même 7 cartes. 7 cartes qui vous font piocher des cartes, et donc qui sont des anti-passes, puisqu'en fait vous les jouez en action, mais elles vous font piocher des cartes supplémentaires. Préparation secrète, on l'a déjà vu, elle vous fait piocher une carte.
Cette carte-là, moi je vous conseille, si vous devez défausser une carte due à un effet adverse, de la défausser là-dedans, ou de l'utiliser en attaque en espérant qu'elle soit feintée, ou de l'utiliser en boost si vraiment vous avez besoin d'un point de boost, ou si vous avez trop de cartes en main, voilà. Celle-ci, c'est pour moi vraiment la carte la plus faible de votre deck, donc le but c'est vraiment de ne pas en plus devoir piocher avec son effet. Elle est en 3 exemplaires, il ne faut clairement pas piocher les 3 cartes de la préparation secrète. Ça peut vous coûter la victoire à la fin. La deuxième carte, c'est l'après-combat de Note chiffrée qui vous fait piocher 3 cartes, mais vous choisissez 2 cartes de votre main que vous repositionnez dans l'ordre de votre choix sur votre deck. Donc en fait, c'est une carte qui ne vous fait en fait piocher qu'une seule carte dans l'affaire. Elle est en 2 exemplaires. Après, c'est quand même une 3 de défense qui devient une 4 de défense sur vos pions brouillard. Moi, celle-ci, je vous conseille de la jouer. Ça permet en plus de voir de préparer votre deck, d'avoir vos combos, par exemple vos luttes de brume et à pas de velours qui vont bien en préparant ce que vous allez piocher dans les 2 tours suivants. Celle-ci, clairement, vous ne pouvez pas passer outre cette carte. À l'affût. À l'affût, c'est un peu particulier aussi parce que moi, c'est des effets d'après-combat que j'aime bien. Après, ce n'est qu'une 2 défense, donc il devient une 3 si vous êtes sur un brouillard. Par contre, c'est une 2 de boost. Et 2 de boost, ça peut être bien pour l'homme invisible, ça peut permettre de bouger de 4 et d'attaquer un adversaire. Donc celle-ci, je peux vous conseiller de la jouer en boost. Maintenant, les effets sont intéressants. Même si ça vous fait piocher une carte, elle permet surtout de placer l'homme invisible sur un jeton brouillard. Donc si par exemple vous défendez avec cette carte sans être sur un jeton brouillard, ce ne sera qu'une 2 de défense, donc vous risquez de prendre des dégâts, mais au moins ça vous permettra de déplacer l'homme invisible sur un autre jeton brouillard. Et ça peut permettre aussi de casser des combos, par exemple contre Bruce Lee ou, voilà, ou les Raptors. Ça peut vous permettre de partir en plein milieu de combo. Et le deuxième effet, c'est de déplacer un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Donc ça peut permettre de réécarter des jetons brouillards si vous avez eu un peu de mal à les dispatcher en cours de partie. Voilà, donc c'est une carte, malheureusement, vous allez devoir piocher. Donc si vous avez ces 4 cartes-là que vous utilisez en pioche, surtout pas celle-ci, si possible, contre 8 passes, en fait, dans l'affaire, vous allez avoir 4 passes réelles, sachant que les adversaires ont souvent aussi des effets de pioche de cartes. Bref, vous êtes bien pour le long terme. Enfin, on va quand même parler du caractère offensif de l'homme invisible, qui n'est pas négligeable tout de même. Nous avons l'attaque surprise qui est quand même honorable, une attaque à 5 en 2 exemplaires. Si ça par exemple vous la faites feinter, c'est la joie. Et puis vous arriverez souvent à faire 1 ou 2 dégâts avec une carte comme celle-ci. Donc c'est pas négligeable. Et puis elle a un effet immédiatement, annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Ça peut permettre d'avoir quelques effets, quelques réactions intéressantes. Par exemple, quelqu'un qui joue en défense, une carte qui lui permet de se soigner ou de bouger, et bien immédiatement vous allez pouvoir annuler ça. Ça peut faire une sacrée surprise. Faites attention à l'après-combat, qui est que si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, vous allez devoir déplacer ce jeton brouillard sur une autre case. Alors rien ne vous empêche de laisser le jeton brouillard sur une case adjacente, ce qui vous permet de vous déplacer dessus juste après, mais ça peut vous permettre aussi d'envoyer le jeton brouillard à l'autre bout de la map, si vous en avez un autre à proximité de votre héros. La deuxième, c'est surgir du brouillard, donc une 3 d'attaque, mais qui se transforme en 5 si vous avez commencé votre tour sur un jeton brouillard. Donc ça, souvent, c'est un peu prévisible. Si vous étiez sur un jeton brouillard et que vous avancez pour aller chercher l'adversaire, il va se dire que oui, vous avez utilisé cette carte en attaque et il va vous la feinter. Ça peut toujours faire un dégât. Qu'il défende avec une escarmouche à 4 alors que votre carte est à 5, ou qu'il feinte une carte à 3 avec une 2, ça revient au même. Bref, avec cette carte-là, vous pouvez partir du principe que vous ferez un dégât ou 2 maximum, mais c'est toujours pris. C'est toujours bon à prendre. Enfin, dérobade. Alors cette carte-là, on en a déjà parlé, c'est une 3 d'attaque et surtout, il faudrait l'avoir en début de partie pour pouvoir déplacer un jeton brouillard sur une case sans combattant et placer l'homme invisible sur cette case. Ça vous permet de dispatcher vos pions en début de partie. Maintenant, ça peut être une bonne carte aussi si vous êtes en cours de partie bloqué dans un endroit parce qu'on vous a bougé votre combattant et que vous n'êtes pas sur un jeton brouillard. Ça peut vous permettre de vous en sortir également. Je pense que cette carte n'est pas intéressante pour sa valeur, vous l'aurez compris, c'est surtout son après-combat qui est très important, et ça vous l'avez en 3 exemplaires.
Et voilà pour l'homme invisible, donc un personnage assez atypique, assez original dans sa mécanique. Moi j'adore sa mécanique, j'adore la figurine, j'adore les dessins, surtout avec des cartes foil, on voit pas bien, mais voilà, des cartes comme celle-ci, mais qui en fait est plus subtil qu'il ne peut y paraître. Moi je trouve qu'il a un caractère offensif intéressant, c'est-à-dire qu'il peut gagner sans avoir à aller jusqu'à la fatigue, même si son jeu se fera de toute façon sur du long terme. Mais comme c'est un personnage qui est défensif, c'est-à-dire que pour avoir tout le potentiel de l'homme invisible, il va falloir le laisser sur des jetons brouillard pour gagner le +1 en défense, il va falloir être patient, ne pas se tromper dans ses mouvements et bien connaître les decks de l'adversaire, parce que comme vous n'avez pas de feinte, il va falloir faire attention aux combos adverses. Voilà. Mais du coup, ça en fait un personnage, moi je trouve super intéressant. Et puis j'ai toujours grand plaisir à le jouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.